Bienvenue à cette web session Graph. Aujourd'hui, le thème et le sujet est un thème qu'on a déjà abordé chez Graph, mais qui intéresse quand même aujourd'hui beaucoup nos clients pour diverses raisons, pour des raisons d'optimisation et d'automatisation de leur système d'information, mais aussi à terme autour d'aspects légaux. On pourra parler un tout petit peu de facture électronique, même si c'est pas le but aujourd'hui. Donc le sujet aujourd'hui, c'est Zindoc, le logiciel de gestion électronique de documents, de GED, et de dématérialisation, proposé par l'éditeur Sagesse. Alors pour faire cette présentation et pour faire cette web démo, je serai accompagné par Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour à tous. Lucie est une commerciale Zindoc, une commerciale Sagesse, également consultante avant-vente. Et donc, il va nous accompagner durant tout ce séminaire et durant toute cette web session sur une présentation voilà, assez classique pour l'outil, autour plutôt de la dématérialisation des factures fournisseurs. C'est plutôt l'angle d'attaque que l'on a choisi de privilégier pour cette session d'aujourd'hui, mais Lucie vous expliquera qu'on peut faire plein d'autres choses avec l'outil Zindoc. On va se mêler également l'ami Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Alors Kevin, il est chef de projet développeur chez Graph et c'est lui qui s'est occupé du connecteur entre Zindoc et nos outils de gestion préférés, typiquement du Sage et de l'EBP. Et vous allez voir que on va faire tout un tas de choses dans Zindoc, mais le but du jeu, c'est bien évidemment qu'il y ait des interactions entre Zindoc et Sage et EBP, et Kevin pourra nous l'expliquer, pourra répondre à vos questions si vous en avez. On a également dans l'équipe Graph Gaël, on a Lucie, on a Philippe, voilà, qui seront partis de l'équipe commerciale au marketing et qui pourront être amenés à vous rappeler ou à échanger avec vous, ou à répondre à vos questions si vous le souhaitez. Pour l'instant, on a coupé vos micros. Pour l'instant, on est un peu entre nous, il n'y a pas trop de monde. Donc évidemment, pendant la présentation de Lucie, c'est toujours plus sympa d'avoir des questions-réponses, d'avoir des interactions. Donc n'hésitez pas à un moment donné à arrêter Lucie et à lui poser des questions très concrètes. Il n'y a pas de questions bêtes, il y a toujours des questions à poser et il ne faut pas hésiter à les poser. Voilà, n'hésitez pas, on a pas trop de monde, donc ce ne sera pas un souci. On est ensemble pour environ 3 quarts d'heure. On s'est fixé ça comme timing avec Lucie. Donc, on va faire à peu près 40-45 minutes de présentation de l'outil. Et puis, on se gardera un petit temps aussi, si vous le souhaitez, à la fin, pour répondre à des différentes questions, si vous le souhaitez, autour de Zindoc, autour de l'usage dont on va parler aujourd'hui, à savoir la démat des factures fournisseurs. Mais si vous avez d'autres questions autour de l'outil, il ne faudra pas hésiter à les poser. Voilà, maintenant je vais me taire religieusement, je vais écouter religieusement Lucie pour effectivement qu'elle nous présente l'ensemble des fonctionnalités de Zindoc. À toi, Lucie. Bonjour à tous. Donc oui, hein, Lucie Raffin, donc moi je fais partie de la société Sagesse Informatique. Donc on est l'éditeur de Zindoc. Donc le but c'est vraiment d'avoir une présentation succincte de l'outil. Et après, bien sûr, s'il y a des besoins complémentaires, on réinterviendra dans un second temps. Donc Zindoc est un logiciel en mode SaaS. Donc pour s'y connecter, il faut juste avoir une connexion Internet, que ce soit sur PC, sur smartphone ou sur tablette. Il faut vraiment juste avoir une connexion internet et n'importe quel navigateur, du Chrome, du Edge, du Firefox, peu importe. Et pour s'y connecter, il faudra juste avoir une adresse mail et un mot de passe. Le nombre d'utilisateurs dans Zindoc est illimité. Que vous soyez 2 ou 250 à utiliser l'outil, ce sera exactement le même tarif. On ne fonctionne pas à une tarification à l'utilisateur. Et te poser la question parce que FI 360, on paye. Là, tu vois, c'est un peu ce qu'on est en train de faire avec les relances. Les relances clients, on Alors, a une je ne sais pas solution qui peut qui coûter 2000 balles ou alors se servir de l'OT8sauce qui est déjà adapté. Après, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste se poser la question et puis. Ouais, c'était peut-être pas pour nous, le micro était pas coupé. Oui, je me suis permis de couper le micro de Nadia. J'espère qu'elle n'en voudra pas. Mais sa conversation, visiblement, ne nous concernait pas trop. Donc, Je pense en effet que c'était pas une question, pour moi. non, je pense pas. C'était pas le sujet. Donc, on continue, Lucie. Ne nous laissons pas perturber. Tout à fait.
Donc, les données sont hébergées sur 3 de nos data centers, donc c'est de l'hébergement en France. On a 2 data centers, sur Paris et un sur Strasbourg, afin que si, bah, il y a un souci, tout simplement, sur l'un de nos data centers, l'un des 2 autres puisse prendre, le relais. Donc je me connecte directement avec une adresse mail et un mot de passe, donc ça après, vous ne l'aurez pas. Et on arrive directement en fait, sur, cette interface. Donc il faut vraiment se représenter Zindoc, comme aujourd'hui votre armoire d'archives où vous allez avoir plusieurs classeurs. Nous, ce qu'on va appeler classeur dans Zindoc, ça va être la partie fournisseur, la partie client, la partie RH, la partie courrier, et cetera, et cetera. Dans Zindoc, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez, que vous avez aujourd'hui en papier dans l'entreprise et vous les retrouverez en fait ici pour choisir dans quelle partie vous souhaitez travailler. Sur la partie gauche ici, on va retrouver nos champs de recherche. Donc tous ces champs de recherche vont vous permettre de retrouver facilement derrière vos documents. Heu, c'est personnalisable, en fonction de chaque type d'activité. On n'a pas un dossier, hein, qui est fait de la même manière. En fonction de votre façon de travailler actuelle, on va adapter vos champs de recherche. Je sais que par exemple, dans le bâtiment par exemple, je ne sais pas quel secteur d'activité on a aujourd'hui, mais si on veut savoir, toutes les factures qui sont liées à un chantier, eh ben, on va rajouter un champ référence de chantier pour retrouver toutes les factures qui vont être liées à ce chantier. Et en bas ici, on va retrouver une zone, de texte à rechercher. Il faut savoir que quand on va déposer un document dans Zindoc, il va être complètement ossérisé. Donc l'ossérisation, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement la lecture d'un document numérique. Donc il va le lire dans son intégralité, donc on va pouvoir rechercher sur n'importe quoi. Si par exemple, je veux rechercher où est-ce que j'ai acheté un switch la dernière fois, bah ici, je vais juste taper switch et il va me retrouver tous les documents qui contiennent le mot switch. Si je veux que les factures, eh ben, je fais une recherche en entonnoir tout simplement. Il va me faire afficher que les factures. Si j'ouvre le document, il va me surligner l'endroit où il a retrouvé l'information. Donc ça, vous pouvez le faire sur un libellé d'article, sur une référence. Quand on travaille avec, des numéros de série ou des choses comme ça, on peut également rechercher dessus. À partir du moment où c'est écrit sur le document, il va vous le retrouver. Donc là, dans ce classeur-là, je n'ai que 240 documents, donc c'est pas forcément très parlant. C'est pour ça qu'on a créé exprès un autre classeur qui contient quasiment donc 500 000 documents. Ça, c'est juste pour vous montrer la puissance de recherche. Là, si je tape mon nom de famille, là, en fait, en moins de 5 secondes, il m'a retrouvé que sur les 500 000, il y en avait 201 qui contenaient le nom Raffin, dont certaines qui contiennent quand même un certain nombre de pages. Et si je l'ouvre, de la même manière, il va m'ouvrir la page et surligner l'endroit où il a retrouvé l'information. Donc voilà pour la recherche de documents. Donc tous ces champs-là personnalisables, tout en sachant que derrière, vous allez avoir la zone de texte à rechercher qui va rechercher sur tout le document. Maintenant, la partie centrale. Donc la partie centrale, c'est ce qu'on va appeler la partie workflow. Le workflow, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement en fait, le scénario de votre facture fournisseur, de son arrivée, dans l'entreprise jusqu'à son classement définitif. Et de là, on va avoir plusieurs étapes. Donc là, dans le dossier de démonstration, les différentes étapes sont: mon document, il arrive, je le classe. Je vais ensuite le passer à la validation, soit au responsable achat, soit à la comptabilité, enfin peu importe, on peut avoir plusieurs notions de valideur. Parallèlement à ça, je vais envoyer mes écritures en comptabilité et je vais pouvoir aller jusqu'au paiement. Donc ça, c'est le dossier de démonstration. Bien sûr, on adapte tout ça à votre façon de travailler, d'aujourd'hui. Zindoc, c'est vraiment de la pâte à modeler, hein. Donc, on fait un audit au départ, vous nous expliquez comment vous travaillez et en fait, on va retranscrire votre façon de travailler aujourd'hui en papier, en numérique, tout simplement. Donc ça, c'est pareil, chaque utilisateur voit que ce qu'il a à faire et le tableau de bord fonctionne un petit peu comme votre voiture aujourd'hui. Votre voiture, quand vous avez un voyant qui s'allume, vous savez que vous avez quelque chose à faire sur le véhicule.
Zindoc, ça va être pareil. Quand ça clignote, enfin, ça clignote pas, mais quand c'est en surbrillance, c'est que vous avez une action à faire sur le document. Maintenant, pour déposer les documents dans Zindoc, plusieurs possibilités. À partir d'ici, on va pouvoir faire ce qu'on appelle le dépôt direct. J'ai un document, une facture sur mon bureau, je vais aller la chercher, je la dépose. C'est une manière qui n'est quasiment plus du tout utilisée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous recevez environ 80 à 90% de vos factures par mail. Donc pour ça, on va vous créer en fait une adresse mail spécifique à vous et vous allez transférer en fait votre mail fournisseur à une adresse mail qu'on aura créée pour vous. Dans 95% des cas, on récupère que la pièce jointe parce que c'est ce qui nous intéresse, hein, c'est la facture est en pièce jointe. Dans certains cas, il y a des informations importantes dans le contenu du mail, donc on peut également le récupérer. Mais en général, à part être écrit, veuillez trouver ci-joint votre facture, il n'y a rien d'intéressant à récupérer ce genre d'informations. Et dernière possibilité, à partir du copieur, si vous recevez encore des factures en papier, on va vous créer un bouton Zindoc qui va scanner le document et qui va permettre de l'aspirer et de le remonter directement ici dans vos documents à classer. J'espère que ça va. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Ça va pour tout le monde pour le moment? Pour l'instant, ça me paraît clair, Lucie. Et Bon, puis, si les gens ne disent rien, c'est que tout est clair et qu'ils comprennent tout ce que tu leur dis. j'espère qu'ils ne dorment pas, c'est tout. Je crois pas, je pense pas. Non, n'hésitez pas à rallumer votre micro si vous avez des questions, encore une fois. Et d'autre part, vous avez le chat, donc la notion de conversation dans Teams. Voilà, si vous avez des questions et qu'il y a un peu de bruit dans votre bureau, par exemple, vous nous posez une petite question sur le chat Teams, donc la conversation, et nous, on y répondra sans problème. Tu me diras, parce que moi, je ne le vois pas, le chat. Je surveille le chat, Lucie. Donc, une fois que les documents vont arriver dans Zindoc, ils vont arriver dans ce qu'on appelle les documents à classer. Les documents à classer, ça va être quoi? Ça va être juste, en fait, de renseigner, justement, mes champs de classement que j'aurais prédéfinis au préalable. Pour ça, Kevin, c'est bon, moi j'y suis. je coupe le micro également. Donc, pour ça, en fait, il va falloir alimenter l'intelligence de Zindoc. Donc, Zindoc fonctionne un petit peu comme un enfant à qui on apprend à marcher. C'est qu'au début, on va lui tenir la main et quand il va être autonome, on va le lâcher, il va se débrouiller tout seul. Zindoc, c'est pareil. C'est-à-dire que là, type de document, je ne vais pas aller chercher dans la liste que c'est une facture, mais je vais dire à Zindoc, l'information, elle est ici. Et le fait de cliquer dessus, la prochaine fois que j'aurai une facture orange qui aura, entre guillemets, cette tête-là, il saura que l'information du type de document, elle se trouve ici. Là, orange, il me l'a retrouvé en automatique parce qu'on a un lien, en fait, avec Infogreffe. Et si le numéro de SIRET est indiqué sur la facture, il va pouvoir vous mettre la dénomination sociale. Référence du document, c'est pareil, je ne vais pas la retaper. Je vais cliquer dessus et il va l'écrire pour moi. On peut, si on le souhaite, avoir une référence de commande. Là, je suis sur des frais généraux, hein, donc c'est de l'abonnement, je n'ai pas de commande. Date du document, Zindoc va reconnaître tous les champs de type date, donc il va vous les mettre en surbrillance. Donc vous avez juste à sélectionner celui qui convient. Date du document, date d'échéance. Les montants sont, quant à eux, totalement reconnus, le hors-taxe, la TVA, TTC. Si on n'a pas de TVA, s'il y a des entreprises qui ne sont pas assujetties ou si on a des associations, on enlève tout simplement le champ hors-taxe et TVA et on indique que le TTC. Et on va pouvoir aller jusqu'à l'imputation comptable. Donc là, en fait, il y a une récupération tout simplement du plan comptable. L'intérêt de faire l'imputation comptable dans Zindoc, c'est que dans votre logiciel de comptabilité aujourd'hui, il va juste vérifier si le débit est égal au crédit. Si l'écriture est équilibrée, il va être content, il va enregistrer votre écriture. Dans Zindoc, il va bien sûr vérifier que votre écriture est équilibrée, mais il va aussi vérifier que l'imputation de vos comptes de charge est bien égale au hors-taxe de la facture, et la même chose pour la TVA. C'est-à-dire que là, si je lui dis que je veux que 50 €, donc sur le compte 626, ça j'en parlerai après, automatiquement, il va me créer une seconde ligne avec la différence pour imputer la totalité de mon hors-taxe. Je vais remettre la même chose, hein. Je ne sais pas si certaines entreprises font de la comptabilité analytique.
mais on peut également aller jusqu'à de l'imputation analytique sur nos comptes de charge. Donc soit en montant, soit en pourcentage. Je ne vais pas le mettre, il n'y a pas trop d'intérêt. La TVA, c'est pareil. 6. Tchouk. Le mode de règlement, c'est pareil, si vous voulez des informations complémentaires, vous voulez que ça s'inscrive dans votre libellé d'écriture comptable, on peut rajouter également des champs. Sur la partie basse, ici, on va avoir notre tampon, donc le tampon de l'horodatage, qui va être votre preuve d'archivage avec la date, l'heure et la personne qui a déposé le document. Je suis dans un dossier de démonstration, donc je m'appelle utile 9119, mais sinon c'est le nom et le prénom de la personne qui a déposé le document. Est-ce que ça va pour vous pour cette partie classement du document? Pas de questions? Donc là, je passe au second document. Donc là, la société Micro-Info, j'ai déjà travaillé avec eux. Donc là, vous pouvez voir que tous les champs se sont renseignés en automatique, jusqu'à l'imputation comptable. Donc l'imputation comptable, en fait, c'est une déduction de champs. C'est tout simplement, à force d'enregistrer, si vous mettez ces champs-là, il va vous les proposer. Mais bien sûr, vous pouvez les modifier sans souci. Sur la partie droite ici, on va retrouver le bouton télécharger. Il faut savoir que dans Indoc, vous pouvez bien sûr déposer du PDF, mais vous pouvez déposer n'importe quel format, du Excel, du Word, de l'image, enfin vraiment tous les formats qu'il va conserver. Donc il y aura toujours votre original et il va le convertir, ce qu'on appelle la version Zindoc. Et en réalité, la version Zindoc, c'est quoi? C'est tout simplement un PDF archivable qui va vous garantir, donc le PDF A, si certains connaissent, qui va vous garantir en fait que dans 10 ans, qui est la durée de conservation de vos documents, quand vous allez ouvrir le document, il aura toujours le même visuel, tout simplement. Donc vous pouvez télécharger l'un ou l'autre. Imprimer, je passe, pas trop d'intérêt. Partager, envoyer, ça sert plus côté client pour communiquer les informations aux clients. L'ajout de messages, donc là, c'est un petit chat lié au document. Donc un petit peu comme sur les réseaux sociaux d'aujourd'hui ou du WhatsApp ou autre, on va pouvoir taguer quelqu'un. C'est-à-dire que par le arrobase, je vais avoir la liste de mes utilisateurs de Zindoc et je vais pouvoir l'interpeller sur le document. Admettons que vous avez reçu une facture, vous devez la valider. C'est le responsable achat qui a passé la commande, vous avez un doute. Vous allez pouvoir le taguer et l'interpeller sur le document. Donc là, je vais mettre blablabla, peu importe. Le fait de faire ça, la personne que j'ai taguée va recevoir un mail comme quoi il a été tagué sur un document. Il va pouvoir ouvrir et répondre à votre demande. Même si vous pouvez aussi l'utiliser sans taguer personne. Dans le cas où il y a un litige avec un fournisseur, la personne qui doit valider la facture vous met que document en litige, on n'a pas reçu la commande totalement. Il va pouvoir vous le mettre ici. Comme ça, si vous êtes relancé par le fournisseur parce que vous ne l'avez pas réglé, bah, vous allez avoir l'information et les détails de tout ça. On peut également utiliser le fameux post-it. Alors, moi, je suis pas fan du post-it. Après, voilà, les goûts, les couleurs, chacun fait ce qu'il veut. Le problème du post-it, c'est qu'on est obligé de le mettre sur le document. Donc ça pollue, moi, je trouve, le document, parce qu'on peut cacher des informations derrière. Et en plus, si on en a plusieurs, on va pas avoir une notion de chronologie, contrairement à la conversation où ça va vraiment être dans l'ordre chronologique. Mais après, voilà, chacun, il y en a qui aiment bien le post-it, d'autres qui préfèrent la conversation. Chacun fait comme il le souhaite. Mais c'est pareil, on peut écrire ce que l'on veut dessus. L'ajout de tampon, j'y reviendrai. Et on va avoir ici l'historique du document. Donc pour être conforme RGPD, tout va être tracé. Donc là, j'ai consulté le document, j'ai l'information avec la date, l'heure et la personne qui l'a fait. J'ai rajouté un commentaire, c'est informé. Si je supprime le commentaire, j'aurai l'information comme quoi j'ai mis un commentaire et comme quoi je l'ai supprimé. Donc si vous faites quelque chose sans le faire exprès, ce sera tout bête tracé à l'intérieur du document. Donc là, j'ai terminé de classer mes documents. Mon premier document, c'est des frais généraux, la facture Orange. Donc je ne le passe pas à la validation.
J'ai tout simplement mis un fichier derrière de règles, hein, qui me dit que quand c'est des frais généraux, je ne veux pas que ça passe à la validation. Mais par contre, ma facture micro-info, eh ben, il y a quelqu'un qui doit la valider. Donc la personne qui est notifiée comme valideur va avoir une information comme quoi elle a des documents à valider. Elle va pouvoir ouvrir le document et le valider ou non. Pour valider ou non, on va créer des tampons. Donc là, c'est pareil, hein, les tampons, ils sont personnalisables, hein. Là, on a litige, validé et payé. On pourrait imaginer mettre en attente d'avoir. Voilà, on peut créer tout ce qu'on veut. Derrière, on peut rajouter le nom de la personne qui a validé, la date, l'heure, voilà, les couleurs. On peut vraiment tout mettre. Donc là, je vais valider ma facture. Hop, actualiser. Donc, elle sort de ma partie workflow des documents à valider et elle est passée automatiquement ici dans mes factures à payer. D'accord? Je ne sais pas comment vous réglez aujourd'hui vos fournisseurs. Il est également possible à partir de Zindoc de générer les fichiers de virement. Là, je sélectionne, là, c'est un workflow qui me dit mes factures à payer dans la semaine, ce qui vous permet de voir également la trésorerie que vous allez avoir à sortir. Mais on peut le faire à la semaine, aux 15 jours, dans le mois, enfin, on imagine tout ce qu'on veut. Et on pourrait également avoir une recherche facture à payer par virement. Si, admettons que là, je sois dans une recherche des factures à payer par virement, je sélectionne toutes mes factures à payer par virement et je vais dire à Zindoc, génère-moi mon fichier de virement. Ici, je vais sélectionner de quelle banque je veux payer mon fournisseur, si j'en ai plusieurs. Si j'en ai qu'une, on n'aura pas le... Là, on l'a mis dans le dossier de démo, mais on ne l'aurait pas. On sélectionne de quelle banque je veux payer mon fournisseur. Et là, je coche toutes les factures que je souhaite régler. Dans le dossier de démo, la date d'exécution du virement, c'est la date du jour. Dans 95% des cas, on met la date d'échéance de la facture. Ce qui vous permet que là, admettons, vous partez en vacances pendant 15 jours, vous voulez régler vos fournisseurs avant de partir. Vous prenez toutes vos factures à échéance dans les 15 jours, vous générez vos fichiers de virement. Ça vous génère un fichier que vous allez pouvoir déposer après sur le site internet de votre banque. Oui, Emmanuel, tu lèves la main? Oui, je lève la main parce que j'ai une question, mais je voulais pas te couper non plus, Lucie, mais on pourra y répondre à mon avis un petit peu ultérieurement, mais c'était juste pour te dire que Madame Rulquin souhaitait en fait rattacher les livraisons Oui, ou les commandes par rapport à des oui, factures. Donc on est sur des notions de comparaison, certainement. ouais. Je Donc c'est pourrais un vous le sujet montrer. que tu as prévu, j'imagine, de parler, mais voilà, c'était juste pour te dire qu'il y avait cette question-là en attente. Ouais, je pourrais le montrer après. J'essaye d'être rapide, mais donc là, je génère le fichier. Vous le déposez sur le site internet de votre banque et à chaque date d'échéance de vos factures, les virements vont se générer en automatique, mais à partir d'un seul fichier. Alors qu'aujourd'hui, si vous le faites manuellement, vous le faites facture par facture, fournisseur par fournisseur, sur le site internet directement de votre banque. Donc il peut y avoir des erreurs de frappe au niveau des montants, alors que là, ce n'est pas possible. Tchouk. Parallèlement à tout ça, on va pouvoir envoyer les factures en comptabilité. Donc là, j'ai mes deux factures. Donc celle d'Orange, je ne l'avais pas, hein, tout simplement parce que c'est du prélèvement, hein. Donc elle ne passe pas dans les factures en virement. Je les sélectionne et je vais lui dire: «Génère-moi les écritures», donc dans le dossier de démonstration, c'est vers BP. Donc Zindoc est très visuel, hein. Quand il est content, c'est vert, quand il est pas content, c'est rouge. Là, mes 2 écritures sont équilibrées, j'ai bien imputé le total de mes comptes de charges et de ma TVA, donc il est content. Là, si je valide, il va me générer un fichier que je pourrais importer directement dans mon logiciel comptable. Si jamais je m'aperçois qu'ici je me suis trompée de compte, là c'était pas le 626, c'était le 642, je dis n'importe quoi, hein. Je ne suis pas obligée de rechercher, de dire: «Alors c'était quelle facture?» Il faut que je retourne rechercher mon document. Directement en cliquant ici, je vais pouvoir modifier mon imputation et c'est, effectif, directement. Là, si je mets, admettons, n'importe quel compte, tchouk, 625, j'enregistre, ça va s'actualiser et ça se met à jour directement ici. Également dans Zindoc, on va avoir une détection de doublons. Donc c'est pas activé là dans le dossier de démonstration, mais on l'active sur tous les dossiers.
Ici, vous auriez un petit panneau d'alerte en vous disant « Attention, doublon ». Les doublons, ça peut arriver, hein. Il y a encore des fournisseurs qui envoient par papier, par la poste. Si vous la recevez également par mail, bah, faut quand même éviter de payer 2 fois le fournisseur, donc Zindoc va vous les détecter comme doublons. Est-ce que ça va pour vous pour cette partie-là? Du coup, je vais montrer le rapprochement des documents. Je vais les déposer. Tac. Donc également, à partir de Zindoc, vous allez pouvoir extraire vos données vers Excel. Donc là, admettons, vous voulez extraire, vos factures fournisseurs de l'année précédente ou des 6 premiers mois. Vous allez faire votre recherche. Alors je ne le fais pas parce que les documents dans le dossier de démo sont un petit peu anciens. J'ai du 2016, du 2022, donc je ne fais pas de recherche sur les dates et je vais lui dire que je veux par contre que les factures. Là, je sélectionne mes documents du résultat de ma recherche et je vais dire à Zindoc: «Je veux exporter mes données sur Excel». Je vais sélectionner mes différents champs que je souhaite exporter et je vais l'exporter. Donc c'est un fichier qui va être directement exploitable, hein. Contrairement à beaucoup de logiciels où c'est, du CSV et il faut l'ouvrir, il faut lui dire quel séparateur et cetera et cetera. Là, c'est directement un fichier exploitable où vous allez pouvoir travailler dessus. Donc la mise en page est faite, les préfiltres vont être faits, les colonnes de type montant vont être totalisées. Vous allez pouvoir bien sûr rajouter d'autres informations si vous le souhaitez. Et l'intérêt de ça, c'est que quand vous êtes dedans et que vous faites des analyses, un petit peu plus poussées, là, vous avez la facture, qui fait 35 846 €. Vous vous demandez ce que c'est. Vous allez pouvoir cliquer ici et ça va vous ouvrir le document directement dans Zindoc. On a également ce lien avec la comptabilité. Vous êtes dans votre logiciel comptable, vous vous demandez cette écriture à quoi elle correspond, vous cliquez dessus, ça vous l'ouvre directement dans Zindoc. Autre chose que l'on peut faire, c'est une extraction graphique. Donc là, admettons sur l'année dernière, vous voulez savoir avec quel fournisseur vous avez le plus travaillé. Donc là, dans mon graphique, bah, je vais tout simplement choisir que je veux un tri par fournisseur et par montant et je vais lui dire de l'analyser. Donc là, on va voir que, alors, c'est bien. Réfléchis. Donc là, on voit très rapidement que c'est avec la société test que j'ai le plus travaillé. Ici, j'ai une synthèse de mes documents que j'ai demandés. Et là, je vais pouvoir choisir le type de graphique que je souhaite. Donc les goûts, les couleurs, après là, c'est pareil, hein, vous choisissez le graphique que vous souhaitez. Vous pouvez exporter le graphique au format image et également exporter les données. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Après, je vais montrer justement le rapprochement facture-commande. Il n'y a pas de questions? On avait tout à l'heure des questions autour de la notion de stage moyen de paiement. Donc je pense Oui, que Nadia Guillaume souhaitait certainement, à mon avis, aborder la notion de bon à payer, bon à quelque chose payer, comme ouais. ça. Donc on pourra en parler avec le connecteur, je pense, tout à l'heure. Avec, oui, tout à fait, de votre côté. C'est ça. Hop. Donc là, je vais indexer les documents. Là, il n'y a pas d'intérêt que je passe du temps là-dessus. C'est juste pour vous montrer, en fait, le fait de pouvoir rapprocher 2 documents et de comparer les documents. Donc là, j'ai mis des commandes et des factures, ce qui fait qu'ici, je vais avoir des factures à rapprocher. Donc là, je vais dire à Zindoc, excusez-moi, rapproche-moi mes factures avec mes commandes. Donc je sélectionne toutes mes factures et je dis à Zindoc, compare-moi avec mes commandes. Donc en fait, par rapport à un champ commun, qui va être la référence de la commande, hein, qui va être le document d'origine en fait, de mes documents. Ah mince, c'est caché derrière. Tchouc. C'est là-haut. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une commande pour 2 factures. Il me les a reliées ensemble parce que ça fait appel à la même commande et il va me comparer le montant. Alors attention, c'est pas du montant à la ligne, hein, ce que je vous montre, c'est de la comparaison pied de page. Donc là, en fait, la somme de mes 2 factures fait bien le total de ma commande, donc il est content. Il va me dire: «C'est OK». Ce développement-là permet également, quand vous ouvrez votre bon de commande,
il va vous créer ici un petit dossier. Donc on le nomme comme on le veut, hein. Ça pourrait être la référence de la commande, ça pourrait être la référence d'un chantier, enfin voilà. Et le fait de cliquer dessus, on va voir tous les documents qui sont liés à cette commande. Donc là, j'avais 2 factures. Donc là, j'ai mes 2 factures et ma commande. Si je le souhaite, je peux lui dire: «Bah, j'aimerais bien vérifier en côte à côte». Donc si on en avait qu'une, ce serait plus simple. Je vais prendre une facture, une commande et je vais lui dire: «Mets-les-moi côte à côte pour que je puisse les comparer». Là, on a directement les 2 documents, donc visuellement, c'est plus simple pour pouvoir les comparer. Ça, c'est si on le fait manuellement, sinon il le fait automatiquement par le rapprochement pied de page. Dans le rapprochement pied de page, on peut également avoir une tolérance, hein. On peut dire qu'admettons, si le montant, final, ne dépasse pas, enfin, on n'a pas 5 € d'écart, bah, on valide quand même. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Bon, bah, très bien, c'est que c'est clair. On va dire ça comme ça. Par rapport à la facturation électronique, donc Emmanuel voulait que je fasse un petit point là-dessus. Juste, je me permets, Oui, Lucie, on a vu effectivement la notion de rapprochement à la ligne, pardon, on a pied de parlé de page. rapprochement au global sur les documents. Peut-être préciser, et je ne sais pas si tu en as parlé de la notion de rapprochement à la ligne. Oui, on peut le faire également, ouais. Alors, juste un petit peu de détail là-dessus. En standard, comme vous l'a montré Lucie, Zindoc permet de faire du rapprochement sur tout un document, avec du pied de facture, avec des montants et des informations qui concerneront tout le document au global. Si vous voulez faire du rapprochement à la ligne, cela existe, mais ce sont des développements spécifiques proposés par Zindoc. Pourquoi? Parce que ça entraîne derrière une étude approfondie à réaliser sur les mécaniques tarifaires des différents documents. Alors la facture, on l'a dans Zindoc, mais le bon de livraison, le bon de commande, il sera peut-être dans une gestion commerciale, EBP, Sedge ou autre, et chaque société a ses méthodes de validation des bons de livraison par rapport à des factures. Donc là, ça veut dire qu'il y a une étude à faire qui peut être plus ou moins longue, pardon, à réaliser suivant la complexité de vos règles qui vont vous permettre de rapprocher les BL et les factures. J'ai pas dit trop de bêtises, Lucie, ça va? Aucune, mais là, oui, en effet, on passe sur du mode projet et C'est ça. c'est on C'est s'adapte vraiment ouais. à votre, document. C'est plus compliqué, ça peut être long, c'est possible, mais voilà, je voulais juste vous mettre en garde. Ça se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. De rapprocher des lignes, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Mmh. Il y a pas de questions du coup? Pas pour l'instant. OK, donc si on fait un petit topo sur, la facture électronique, donc, Zindoc, va se positionner enfin, est positionné comme opérateur de dématérialisation, en tant que tel et après on a un partenariat avec, Doxalia, qui est une filière en fait, hein, du crédit agricole et qui elle a la certification PDP. Donc je ne sais pas, hein, si c'est clair pour tout le monde la notion d'OD, de PDP. C'est 2 opérateurs qui vont tourner en fait, auprès de la facturation électronique pour au final, terminer sur ce qu'on appelle la PPF, donc la plateforme publique de facturation. Pour ceux qui travaillent avec les collectivités aujourd'hui, ça va être en gros Chorus Pro, qui va être ouverte à toutes les entreprises assujetties à la TVA. Parce que cette norme ne concerne que les entreprises assujetties à la TVA, hein. Pour le particulier ou autre, ça ou l'étranger, hein, ça va être un petit peu différent. D'où les acteurs. L'OD, en fait, va permettre d'envoyer sur la plateforme publique de facturation et de récupérer vos factures de cette plateforme. Les PDP, donc les plateformes, partenaires, hein, tout simplement, elles vont vous permettre de faire autre chose autour de ça. Le but à terme de la plateforme va être de préparer la déclaration de TVA des entreprises. Comme aujourd'hui votre déclaration d'impôt, hein, vous recevez un mail d'impôt.gouv pour vous dire que votre déclaration d'impôt est prête grâce au DSN, hein. Aujourd'hui, c'est grâce à ça que les déclarations d'impôt sont faites.
bah, demain, grâce à la plateforme publique, ça va préparer votre déclaration de TVA. Donc, il va aussi également falloir dire si votre client vous a réglé. Et donc, un PDP, par exemple, va permettre de faire le lien avec votre banque. Va permettre également pour le particulier d'envoyer ce qu'on va appeler du e-reporting parce que le particulier n'aura pas accès à cette plateforme. Donc, vous enverrez toujours votre facture à votre particulier comme aujourd'hui. Par contre, il faudra envoyer sur la plateforme publique les données de cette facture parce qu'il faudra quand même que ça apparaisse sur votre déclaration de TVA. Pour ce qui est intracommunautaire, ce sera la même chose. Voilà, un bref topo sur la facturation électronique. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que ça peut prendre un petit peu de temps. C'est pas simple, on n'a pas encore en plus toutes les informations, Mmh. Sachant que l'obligation de recevoir, est en septembre 2026 pour toutes les entreprises et d'émettre, donc pour les très, très grosses, c'est pareil, c'est septembre 2026. Pour les TPE-PME, ce sera septembre 2027. Mais voilà, Ouais, aujourd'hui oui. je souhaitais qu'on revienne, moi, sur cette notion de facture électronique. Vous avez certainement beaucoup entendu parler de cette notion il y a quelque temps, et puis elle a été repoussée. Je pense que c'est pas pour autant qu'il faut l'oublier, et qu'à un moment donné, je pense qu'on finira par y passer. Même si c'est compliqué, parce qu'effectivement, c'est notamment la notion de PPF, de portail public de facturation, qui est effectivement, comme le disait Lucie, ni plus ni moins qu'un super Chorus Pro. C'est le montage visiblement de ce PPF qui prend du temps et qui pose problème. Sachez quand même que les PDP qui ont été listés, qui ont souhaité se voir être immatriculés, bah, le sont. Donc ça veut dire que les éditeurs majeurs que vous connaissez sur le marché, que ce soit Sedge, BP by Cegid et autres, sont d'ores et déjà PDP, et qu'effectivement Zindoc a anticipé cet aspect-là, puisque avec l'accord avec Doxalia, ils pourront proposer des services PDP. Ce qu'on ne sait pas dire aujourd'hui, notamment, et ce qui est un peu embêtant, c'est quels sont les services qui seront proposés par la PPF ou par le PPF, et quels sont les services quels sont ces services qui seront proposés par les PDP et à quel prix, à quel tarif. Donc aujourd'hui, ça, c'est un peu à géométrie variable, et c'est ce qui nous manque. Ça n'empêche que Zindoc est une bonne façon de commencer à se préparer pour la facture électronique, c'est indéniable. Et je pense que sur l'année 2025, on verra commencer des tests fleurir à droite à gauche, ou la possibilité de faire des tests pour que on puisse au fur et à mesure s'habituer à échanger des factures électroniques et non plus échanger des factures par mail ou par papier. Donc là, le conseil, c'est commencer à préparer vos bases, regardez vos clients, est-ce qu'ils sont bien siretés, est-ce qu'ils ont bien toutes les bonnes données nécessaires à la facture électronique, ça c'est très important. Et de plus en plus, commencer effectivement à pouvoir échanger des formats. Donc le format de la facture électronique, c'est principalement la facture X. Mais voilà, le fait déjà d'échanger de façon plus naturelle par EDI, on va dire, à l'ancienne, des factures, ça peut déjà être une première marche intéressante. Voilà pour l'aspect facture électronique. Avez-vous des questions sur tout ça? Moi, j'avais une petite question, Lucie. Peut-être ça concerne certains clients. Comment fait-on lorsqu'on a plusieurs entreprises, plusieurs sociétés? Est-ce qu'on peut gérer un petit peu la notion de multisociété? Enfin, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs possibilités. Ça dépend vraiment de la société. Si on a plusieurs sociétés, en fait, le mieux, surtout si on fait le transfert en comptabilité, c'est que là, on aurait fournisseur société A, fournisseur société B, fournisseur société C. Ça, c'est l'une des possibilités. Deuxième possibilité, c'est qu'on met tout dans le même classeur et ici, on aurait un champ de classement qui porterait les noms des différentes sociétés. Mais ça, c'est vraiment au moment de l'audit, hein, qu'on va pouvoir cibler comment on va monter le dossier, d'où l'importance de l'audit, de comprendre comment vous fonctionnez et on adapte vraiment, chaque dossier, à la façon de faire et après on met des filtres, hein, j'en ai pas parlé, mais au niveau des droits d'utilisateurs, on peut aller très loin au niveau des filtres. Donc là, on pourrait mettre un filtre sur le nom de la société, mais si on fait des sociétés différentes, on sait par exemple que le responsable achat, il va avoir accès aux factures de type entre guillemets «activité»,
Mais tout ce qui est frais généraux, les loyers, les factures d'électricité, les abonnements, bah, le responsable achat, il n'a pas besoin d'y avoir accès. Donc quand on va créer l'utilisateur, on va dire: «Bah, ce monsieur-là, il a besoin d'avoir accès qu'aux factures typées activité». Par contre, le comptable, ou le responsable ou la direction, eux, ils ont accès à tout. Est-ce que j'ai été claire? Oui, je pense. Effectivement, nous, la plupart de nos clients qui sont dans ce cadre-là ont plutôt choisi de faire un classeur égale une société. C'est plus simple. Mmh. C'est plus simple, c'est visiblement ce qui, quand même être, ce qui semble être la solution la plus préconisée et la plus généralement mise en œuvre. Mmh. Tout en sachant qu'après, pour les personnes qui ont plusieurs sociétés, le tableau de bord là, on peut faire afficher celle de toutes les sociétés sur un même affichage. Mm. Là, ils l'ont fait dans le dossier de démonstration, donc que sur la partie, RH. Mais là, hop, tchouk, je te décale. Donc après au niveau de l'affichage, c'est pareil, j'en ai pas parlé, mais on fait comme on le souhaite. Mais là, j'ai, mes différents classeurs, le RH bulletin de salaire, le dossier collaborateur, les contrats de travail et cetera et cetera. Je retourne où j'étais. Ok, Lucie, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la notion de facture fournisseur. On a parlé rapidement aussi de la facture électronique. Est-ce que vous voyez tous mon écran? C'est bon. Donc voici le connecteur Zendoc. Donc c'est l'application qui va faire la passerelle entre un classeur Zendoc ou plusieurs classeurs Zendoc et un dossier 7G100 ou UBP. Là, dans ma démo, je vais me concentrer sur 7G100. Donc ce connecteur, il a deux objectifs. Le premier, c'est de garder à jour automatiquement le référentiel entre un classeur Zendoc et un dossier 7G100. Par exemple, pour la mise à jour des comptes fournisseurs, des comptes TVA, hors taxes, des moyens de paiement et tout autre référentiel. Et l'autre, c'est l'intégration des données d'un classeur Zendoc, donc tout ce qui est facture aux fournisseurs, la gestion des bons à payer, par exemple, à destination de 7G100. Donc, dans un premier temps, on va faire une petite démo sur la partie référentielle. Donc, à savoir, ici, nous avons à gauche les dossiers rattachés 7G100. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de dossiers 7 que vous pourrez avoir, si vous en avez 5, on pourra directement les gérer automatiquement ici. Et on a ici justement le paramétrage qui sera lié au classeur Zendoc. Là, par exemple, pour vous montrer là, l'exemple ici, j'ai pris comme exemple un classeur qui s'appelle FSSage. Et là, l'objectif du référentiel, c'est qu'on va pouvoir mettre à jour justement les référentiels liés au compte hors taxe TVA, méthode de paiement, journal, compte fournisseur, compte tiers, ainsi que l'analytique. Par exemple, si manuellement vous devez modifier le référentiel, il faut aller sur le custom, donc le champ concerné par le référentiel. Donc là, ça va être la liste des imputations en taxes, donc des comptes en taxes, et devoir gérer cette notion de façon manuelle, ce qui n'est pas l'idéal. Donc le connecteur va le faire pour vous ici. Par exemple, là, je vais me baser justement sur l'imputation en taxes. On a juste la définition du champ côté Zendoc pour savoir où ça se trouve, et là, on va filtrer, et là, on va lui dire, par exemple, on va reprendre tous les comptes de Sage qui commencent par 6, 2 et 1. Quand on arrive ici, on va juste tester le paramètre. Et là, on voit un petit peu les résultats entre ce qu'on a pioché dans Sage100 et ce qu'on a récupéré dans Zendoc. Et on a un état visuel pour savoir finalement ce que ça va donner. Là, par exemple, on a trouvé 459 référentiels au niveau des comptes comptables hors taxes pour Sage sur 366 avec 93 ajouts. Donc ça sera le cas vert. Si on avait le cas bleu, ça serait juste une modification, notamment le libellé. Si vous avez modifié le libellé dans Sage200, par ce biais-là, depuis le connecteur, il le fera automatiquement. On a aussi le cas de la suppression. Donc si par exemple vous avez créé un compte mais qui n'a jamais été utilisé, qui a été supprimé dans Sage200, il sera supprimé. Et on a aussi un dernier cas, le cas orange, où c'est la demande de suppression d'un compte comptable dans Zendoc, mais que ce dernier est déjà rattaché à une facture dans Zendoc. Dans ce cas-là, on ne peut pas le supprimer. Là, je teste mon paramétrage de façon manuelle. Pour valider ce point-là, je vais juste mettre à jour le référentiel. Et ce dernier m'a mis à jour le référentiel ici. Si je retourne dessus, là, on se retrouve avec tous les comptes qui débutaient par 1, donc c'est ceux que j'ai rajoutés. Pour vous montrer aussi, si je retourne dessus, le test,
Donc là, j'ai plus rien à mettre à jour. Donc il considère que ce qu'il a récupéré dans cette leçon maintenant est déjà mis à jour dans ZenDoc, donc il n'y touchera plus. Si je décide de supprimer un référentiel, par exemple, j'ai supprimé la valeur 1, je l'ai supprimé. Je retourne sur le référentiel côté ZenDoc, et là, il me considère qu'il a retrouvé une différence. Étant donné que j'ai supprimé le référentiel dans ZenDoc manuellement du côté ZenDoc, lui, il considère que c'est pas bon, étant donné que le référentiel qu'on a appliqué ici, c'est Sage qui est prioritaire par rapport à ZenDoc. Donc lui, il considère que cette suppression n'a pas lieu d'être, et dans ce cas-là, il va forcer le rajout. Et je retourne sur les référentiels, on voit que le classe 1 est bien revenu. En fait, en se basant là-dessus, on force vraiment le référentiel de cette leçon qui est prioritaire sur ZenDoc. Quand tout le paramétrage est réalisé pour les comptes hors taxes, TVA, méthode de paiement, journal et compte tiers fournisseur, on active le mode automatique avec une fréquence que vous désirez. Par exemple, ça peut être une fois par heure ou une fois par jour en fonction de ce que vous désirez. Et dès que c'est activé, vous n'avez plus à vous soucier du référentiel. Donc rien que ça, c'est déjà un gain de temps optimal. Sinon, comme je vous l'ai dit, si vous devez gérer le référentiel à la main, il faudra à chaque fois identifier les comptes que vous avez modifiés, les comptes que vous avez supprimés, et le faire finalement de façon manuelle depuis le classeur ZenDoc. Avez-vous des questions sur la partie référentielle? On va dire que non. Donc là, Visiblement. je t'écoute. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là, on va faire maintenant la partie import des données de ZenDoc vers SageSen. C'est normal, j'ai ouvert le mauvais configurateur. Hop là. Donc là, toujours, on va se baser sur un classeur ZenDoc à destination d'un dossier SageSen. Donc là, on va avoir 3 schémas différents aujourd'hui sur cette version-là. Donc la possibilité d'intégrer des factures exportables, donc de la destination des pièces comptables dans SageSen, la gestion des demandes de bons à payer, et enfin la gestion des retours de paiement à destination de ZenDoc. Donc, il y a le paramétrage initial, donc c'est un peu le même principe, où vous aurez autant de sociétés de profils que vous aurez de classeurs ZenDoc ciblés. Et on va aussi mettre en place la notion de mapping. Le mapping, c'est un peu le lien qu'on va faire entre les champs dans ZenDoc et les champs dans SageSen. Par exemple, pour vous montrer une facture, donc c'est une facture qu'on prendra en démo. Donc là, en fait, l'idée, c'est le mapping, c'est de dire, bah tiens, je cible la date de document, à quel champ ça correspond dans ZenDoc et à quel champ je vais l'associer dans Sage. Et ben, c'est ça ici, justement, c'est ce formulaire-là qui va nous permettre de faire les liens. Donc on est vraiment, on peut vraiment paramétrer au maximum ces champs-là. Si demain c'est un autre champ, on n'est pas bloqué, on n'est pas verrouillé, on peut changer les champs à la volée. Donc ça, c'est pour la partie facture exportable, mais on a aussi cette partie-là pour la notion de bon à payer et de feedback. Pareil, là, j'ai fait mon paramétrage pour la partie facture exportable. Maintenant, je vais le tester. Je vais cliquer sur ce bouton ici qui va me permettre de tester de façon manuelle le flux intégration des factures exportables à destination de Sage. Là, par rapport au paramétrage, on a ciblé donc un recharge de groupe. Le recharge de groupe, c'est un peu un emplacement qui va répertorier l'ensemble des factures qui seront disponibles en fonction des critères que nous aurons définis. Là, les critères qu'on va définir, c'est on va définir les factures qui ont été validées chez vous, mais non intégrées dans cette leçon. Donc là, nous avons 2 factures disponibles pour l'intégration. Et là, nous avons les liaisons, donc le mapping. Donc là, moi, l'idée, je vais l'intégrer dans la compta 700. Donc je vais juste me souvenir que c'est le code journal achat, que c'est la date du 17/02 et que c'est le 2FT. OK. Donc je vais l'intégrer. Donc là, j'ai résultat de l'intégration, donc j'ai pas d'erreur, donc l'intégration c'est bien réalisé. Le document ZenDoc ID est le numéro 32 sur la société, donc le profil FSage que j'ai généré ici.
Donc, dans un premier temps, ce que je vais voir justement la partie ZenDoc. On peut voir justement qu'il y a eu une modification du fichier à ce moment-là. Donc là, ce qui a été modifié, c'est le champ exporté. On alimente une zone texte pour dire quand la facture et à quelle heure a été intégrée la facture dans Sage. Là, on peut voir qu'elle a été intégrée aujourd'hui à 15h24. Et le numéro de pièce comptable qui a été généré dans Sage 100, c'est la 2396. Donc je vais aller dans Sage 100. Hop là. Et donc on retrouve le ZenDoc ID, donc c'était le numéro 32. Mais donc on a bien justement le 2396 qui a été généré avec justement les données de la facture. Donc 198 €. Et là, si on retourne dessus, on était bon normalement. 198 €. Donc là, on a fait la première étape, justement, où on a intégré la facture dans Sage. Maintenant, si de votre côté, vous avez la partie des gestions des bons à payer. Donc là, maintenant, on va passer dans la deuxième étape où on va rentrer dans le flux bons à payer. Et là, donc, on retrouve notre facture ID 32. Donc, on a justement traité tout à l'heure avec justement les numéros de pièces comptables. Donc, ces données sont nécessaires pour justement retrouver nos petits dans Sage 100. Et là, avec ce flux-là, on sait que cette facture est éligible pour entrer dans la gestion des bons à payer. Dans ce cas-là, on va l'intégrer. Donc, la notion de bon à payer a bien été traitée dans ZenDoc ID 32. Donc, si je retourne sur la facture déjà ici dans ZenDoc, on peut voir que l'information a évolué ici. Donc, dans le libellé ici, payé, on a bien un texte qui signifie que est bon à payer le 26/09 du 24, 15h26 dans Sage. D'accord? Donc, on informe par ce biais-là justement que la notion de bon à payer a été intégrée dans Sage 100. Et on a aussi la date du bon à payer qui se met à jour ici. De mon côté, dans Sage, ici, je vais voir directement, on va aller plus simple. C'était ce compte-là, là, donc on peut voir ici justement la facture qui était de 198 € avec les ZenDoc ID 32, numéro de pièce 2396, qui a le statut bon à payer. D'accord. Admettons que là on a fait le deuxième flux, donc qui était de générer l'attente de bons à payer de ZenDoc à Sage. Maintenant, la dernière étape, c'est justement de régler la facture et d'envoyer le retour paiement à ZenDoc. Admettons que là, je vais vous montrer une sécurité, je décide de lancer le flux et de lancer la facture directement pour envoyer le retour de paiement de Sage 100 à ZenDoc. Là, il me met une anomalie. Pourquoi? Parce que justement, la facture n'a pas été réglée. J'ai juste généré le bon à payer. Donc, le bon à payer est généré, mais il est toujours en attente de paiement. Donc, on ne peut pas envoyer à ZenDoc un retour de paiement valide tant que la facture n'est pas réglée dans Sage. Donc, de mon côté, c'est très simple. Je vais simplement régler la facture. Générer. On est au pif, hein. De toute façon, personne ne saura. Hop là, on lance ça. Ah mince, autant pour moi, j'ai oublié d'enlever. Okay. Ok, donc la facture maintenant est réglée. Et maintenant, je peux envoyer le feedback. Donc le feedback est envoyé. Et si on retourne sur la facture, ici même, on a le statut qui évolue ici, qui est considéré comme maintenant payé avec la date de paiement. Donc là, on a fait tout le circuit, on a intégré la facture de ZenDoc à Sage 200. Ensuite, dès que la facture est intégrée dans Sage, on intègre le bon à payer s'il rentre dans le flux. Et dès que la facture est réglée dans Sage 200, on renvoie l'information à ZenDoc pour mettre à jour la facture.
Et bien sûr, tout ça, dès que le paramétrage manuel est réalisé, on met tout ça en mode automatique à la fréquence que vous désirez. Par exemple, ça peut être toutes les heures, comme toutes les 6 heures ou une fois par jour. Et le connecteur fera tout ça automatiquement. Alors, comme le précise Kevin, ce qu'on vous montre là, c'est on soulève un peu le capot. Il n'est pas question pour vous, clients, d'aller paramétrer, d'aller mettre des choses compliquées telles que Kevin le fait là. C'est à nous de paramétrer avec vous, suivant ce que vous souhaitez mettre en œuvre. C'est à nous de le faire avec vous, de le décider une bonne fois pour toutes à l'initialisation du dossier. Et ensuite, comme le dit Kevin, c'est un connecteur silencieux. Il n'y a pas d'import, il n'y a pas d'export, il n'y a pas de traitement manuel. Tout est automatique. Ça n'empêche pas le contrôle, évidemment, puisque vous avez des journaux de contrôle et la possibilité de voir ce qui n'a effectivement pas fonctionné ou ce qui a dysfonctionné. Mais il n'y a pas de traitement manuel à faire, il n'y a pas de paramétrage manuel à faire dans les interfaces que vous voyez là, c'est tout à fait automatique. En effet, ça va être, la plupart du temps, c'est Olivier qui s'en occupe. Et dès que de votre côté, vous avez validé le paramétrage, tout se fait tout seul. Certains utilisateurs regardent les journaux pour voir si tout se passe bien, mais c'est tout ce que vous aurez à faire, en fait. C'est ça, donc les journaux, en fait, c'est la traçabilité de ce qui se passe dans le connecteur pour voir si les flux se passent bien. Si vous avez un doute, vous allez effectivement voir dans les journaux et comme ça, vous avez la possibilité de voir est-ce que le traitement a été terminé, est-ce qu'il a été jusqu'au bout, qu'est-ce qu'il a contenu. Ça vous permet d'avoir réellement de la traçabilité des informations sur ce qui s'est passé via ce connecteur-là. Donc on trace tous les flux qui ont été démontrés par Kevin, tout est tracé. Et vous avez la possibilité comme ça de tout contrôler et de voir si tout a bien fonctionné. Par exemple, on peut avoir une erreur si, par exemple, vous avez une facture qui ne s'intègre pas. Parfois, ça peut arriver quand quelqu'un a pris l'exclusivité sur une facture, finalement, on ne peut pas le modifier. Donc, dans ce cas-là, il y a ce blocage-là, mais c'est le seul unique qu'on a, en fait. Voilà pour le connecteur. Donc, ce connecteur, il est disponible pour Zindoc avec les deux comptabilités que l'on propose chez Graph, à savoir d'une part Sage comptabilité 100 et la comptabilité de chez EBP, quelle que soit la version. Il n'y a pas de contre-indication majeure par rapport à ça. Simplement, il ne faut pas que vos comptabilités Sage ou EBP soient hébergées chez un éditeur. Donc, si les comptabilités sont chez Sage, pardon, c'est pas facile à dire, ou chez EBP, là, ce serait un petit peu plus compliqué parce que, évidemment, ce connecteur lit et écrit directement dans les bases de données des comptabilités, donc il nous faut accès aux bases. Donc ça, c'est très important qu'on ait accès aux bases de données pour que l'on puisse bien évidemment interagir avec les logiciels. Donc attention à la notion d'hébergement. Généralement, la plupart de vos comptabilités sont plutôt chez vous, sur des serveurs, ou bien éventuellement chez Graph, sur nos serveurs à nous. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Kevin, avais-tu des choses à rajouter ou c'était bon pour toi? Non, après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment, effectivement. Donc, on a vu effectivement cette interaction aussi avec la notion de bon à payer et de feedback. Il y a effectivement toujours cette notion de dire j'envoie une facture vers la comptabilité, mais c'est pas pour autant qu'elle doit être systématiquement payée. Donc, je la paye dans Sage, avec la notion de bon à payer, avec moyen de paiement ou dans EBP. Et puis, j'ai le feedback qui se fait dans Zindoc pour dire OK, ma facture, elle est bien payée, donc elle peut continuer à vivre sa vie.